Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Comment et pourquoi acheter une Tesla d'occasion? Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. On accueille aujourd'hui Laura, une abonnée, qui a décidé d'acheter une Tesla Model 3 d'occasion. Et on va voir avec elle quelle a été sa réflexion, comment elle a fait, comment elle a choisi, quelles sont les difficultés d'acheter une voiture et une voiture électrique d'occasion. On va voir ça ensemble. Laura, bonjour. Bonjour Armel. Pourquoi est-ce que tu es passée en voiture électrique? Pourquoi? Avant j'étais en 308 thermique et beaucoup de réparations à faire. Donc c'est le moment où on se disait est-ce qu'il faut changer de voiture ou pas? Elle était de quelle année? Combien de kilomètres? Alors elle était de 2015 et elle avait 230 000 km à peu près au compteur. Tu l'avais acheté neuve ou d'occasion? Non, je l'avais acheté déjà d'occasion. D'accord. Et en fait là j'ai le FAB qui m'a lâché juste avant que je me pose la question. Donc déjà 1 200 €. Le filtre à particules. Ouais, c'est vrai, le FAP, le filtre à particules. Et puis après, j'avais plein d'autres choses à faire. Bref, il y avait un billet de 2 000 à 3 000 € à mettre. Ouais. Et donc, se poser la question de est-ce que je change de voiture? Oui, non. Bon, très vite, ça a été vers le oui. Et est-ce que je retourne sur thermique ou électrique? Et là, je pense que tu m'as convaincue sur, sur Voilà. l'électrique. Laura travaille dans la même structure que moi, elle est aussi vétérinaire, plutôt elle est spécialisée en cochons. Vous pouvez d'ailleurs la suivre sur son Instagram sur le nom Dr Bacon Girl. Je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Et tu fais combien de kilomètres par an à peu près? Autour des 60 000, à peu près, en perso et pro, mais les deux mélangés. Voilà, moi je suis dans les 75 000. Tu gravites sur la région Ille-et-Vilaine et puis Normandie, Sarthe. Ouais, c'est ça, Normandie, sud aussi de l'Ille-et-Vilaine, un gros secteur voilà, autour de Fougères, Rennes, tout ça quoi. Voilà, et on est déjà maintenant plusieurs. Alors j'étais un petit peu le premier dans notre société à être passé en voiture électrique. Et puis un de tes collègues aussi est parti sur un Tesla Model Y. Une de nos collègues est passée en ID.5 GTX. Et puis tu t'es dit pourquoi pas. Pourquoi pas moi? Voilà. Pourquoi je n'y arriverai pas? C'est ça. Et puis tu as eu l'occasion, que ce soit avec nos collègues ou avec moi, de pouvoir faire des trajets avec la voiture, même de conduire la mienne plusieurs fois sur des trajets. Tu as une typologie qui est assez particulière. Tu n'as pas d'accès à la prise. Oui, parce qu'aujourd'hui j'habite en copro, j'ai acheté voilà, il y a quelques mois. Youhou! Mais du coup, je suis au 3e étage avec un garage, mais pas électrifié, rien. Et pour l'instant, c'est pas dans l'objectif de la copro de mettre des bornes ou d'électrifier les garages. Donc c'est ça aussi qui m'a fait par contre pas mal douter sur est-ce que je vais pouvoir passer à l'électrique ou pas. Et D'accord, on est d'accord. Elle n'a pas d'accès à la prise. Elle fait 60 000 km par an et elle part en électrique. Bien sûr, c'est impossible, on est d'accord, ce n'est pas réalisable. Alors donc pourquoi ce choix de la voiture électrique? Parce que ça reste quand même une contrainte de ne pas pouvoir te charger chez toi en rentrant. Ouais, parce que j'ai de la chance, c'est que j'ai une vie à côté, donc je fais d'autres choses. Je fais pas mal de piscine notamment et en fait, à côté de la piscine où je vais 2-3 fois par semaine, j'ai une borne à recharge rapide. Donc c'est ce qui m'a aussi décidé à me dire finalement c'était possible. Et puis en ayant un secteur large, on avait regardé ensemble tout ce qui était chargeur et en fait, partout où je vais, il y a des superchargeurs qui sont à moins d'1 kilomètre qui me font dévier de moins d'1 kilomètre de ma route et puis qui s'accordaient bien sur les temps du midi, tout ça, quoi. Parce qu'on est tous d'accord. En général, on essaye tous de déjeuner le midi. Et c'est vrai que dans ton organisation, souvent, c'est entre des visites, entre des élevages, etc. Tu t'arrêtes sur une zone où, comme tu le disais, tu as un chargeur rapide qui te permet, pendant ta pause déjeuner, très rapidement de là-dessus, et puis d'en profiter pour faire des comptes rendus, des emails, etc. C'est ça. C'est un peu la vie en voiture. Je dirais, quand on utilise notre voiture en mode entreprise, en mode professionnel, où le but du jeu pour nous, ça va être de, bien sûr, ça peut nous arriver que la voiture nous impose des arrêts, de les rendre profitables et prolifiques. Et en professionnel, c'est assez fréquent qu'on puisse devoir appeler des clients, rappeler des collègues, envoyer des emails, etc. Donc, ok, donc tu décides de changer ta voiture, tu décides de partir sur une voiture électrique, neuf, occasion. Pourquoi le choix de l'occasion? Tout simplement le prix, je pense, c'est que voilà, parce que là, je finissais justement mon prêt sur la 308, il me restait 2 mois et je voulais pas forcément racheter en neuf et mettre un gros budget dans la voiture. On en avait discuté ensemble aussi, voilà, pour être transparente, j'avais un budget voilà, autour des 30 000, on va dire. Et tout de suite, là, en neuf, c'était assez compliqué, quoi. Donc, on va présenter, je vous montrerai des images des rushs qu'on a fait. Donc, tu es parti, tu as fait le choix d'une Tesla Model 3, grande autonomie, propulsion. Pourquoi ce choix? Déjà, grande autonomie parce que comme tu dis, vu que j'ai pas de borne chez moi, ça me faisait quand même un petit peu peur
voilà, quand on a discuté ensemble, toi qui avais quand même une petite autonomie à la base, bah, je voyais que c'était quand même un peu plus compliqué. Donc je me suis dit, ben, quitte pas à avoir de chargeur, autant mettre le point sur la grande autonomie. D'accord. Et pourquoi Tesla? Parce que j'avoue que l'autopilote m'a grandement séduite. D'accord. Voilà, parce qu'en effet, comme tu dis, on a beaucoup d'appels, d'SMS, et cetera. Donc, on essaie de rester vigilant sur la route, hein, on n'envoie pas de SMS au maximum. Mais, du coup, on est quand même un petit peu, voilà, pris dans la conversation et donc le fait d'avoir l'autopilote, ben, c'est lui qui va aussi freiner, qui va avoir des fois des réflexes plus rapides que nous. Donc c'est quand même quelque chose qui me plaisait bien et que je trouvais très avancé sur la partie Tesla. Grande autonomie, propulsion, occasion, budget 30 000. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Et quelles ont été tes démarches pour trouver ton véhicule? J'ai de la chance que du coup, moi, c'était en février que j'ai vraiment commencé à regarder, janvier-février que j'ai commencé à vraiment regarder. Et en fait, j'ai été sur le site de Tesla. Donc là, on avait vu que, ben, en dessous de 35 000, c'était quand même plutôt compliqué. Et du coup, je suis partie sur Leboncoin et là, c'est vrai qu'en fait, il y avait beaucoup plus de choix. Et puis, en fait, je suis tombée sur une occasion en or, en tout cas avec celle-là, qui était, vraiment moins chère que les autres. Et qui derrière, en fait, 47 000 kilomètres, 2020 juin 2023, donc ça reste aussi récent et voilà, qui était proposé à 29 900 €, pneus neufs, avec quoi. Que quand tu regardais, c'est vrai que c'était plutôt des tarifs autour des 32 000 €, 31 32 000 €. Ouais, voire un peu plus, 35 000 quand même quand tu Pour regardais, certaines, ouais. ouais, parce qu'il y en avait pas énormément mais enfin je sais pas, après j'avais je pense une barrière psychologique à 30 C'est ça. 000 en me disant Et celle-là était affichée à 29 900 €, ce qui était plutôt un prix assez agressif. Et en fait, c'était une voiture, alors c'est une Tesla Model 3 grande autonomie propulsion 2023. Et elle fait partie des premières générations de Model 3 grande autonomie propulsion qui ont été commercialisées en France. Et à l'époque, n'était réservée que pour l'achat aux entreprises. Et donc en fait, c'est une entreprise, c'est une voiture de flotte d'entreprise. Et la personne souhaitait la sortir de sa flotte puisque le collaborateur était parti, il avait une voiture en trop, donc il avait décidé de la vendre et donc il l'a sortie de sa flotte et ça a été l'occasion pour toi de pouvoir la récupérer. c'est que c'est tombé vachement bien en fait, je l'ai contacté et je pensais pas que j'allais la voir parce qu'entre-temps, on est parti en vacances, 15 jours donc du coup, pendant 15 jours, c'était un peu la question du si quelqu'un se présentait avant moi, ben, c'était pour l'autre personne et finalement, elle était toujours là à mon retour et puis voilà, puis quand on a été la voir, ben, tout était impeccable, pas de défaut majeur, c'était bon, il y a un petit peu de rayures sur les jantes quoi, hein, comme, je gérais pas mal de modèles aujourd'hui, hein, mais là, ça fait maintenant un peu plus d'un mois que je l'ai, presque 6 000 kilomètres au compteur. Et puis, ben, j'ai pas de problème particulier, quoi, hein, donc Un des arguments aussi que tu m'avais partagé qui t'a décidé, c'est que le propriétaire d'avant avait changé. Donc tu es parti sur un train de pneus neuf, 4 saisons, ce qui était plutôt pour toi un plus parce que c'est vrai que sur la zone normande, l'hiver il peut être assez froid. neige, Voilà. pas souvent, mais un petit peu de neige des fois et c'est vrai que pour avoir déjà fait, 2 hivers, en Normandie, et avoir un peu patiné, le pneu 4 saisons, moi, m'intéressait bien par rapport à ma pratique, quoi. Donc à l'époque, hein, c'est la difficulté quand vous achetez, la difficulté ou pas, quand vous achetez une Tesla d'occasion, en fait Tesla peut être amené à changer, alors parfois le type de batterie qu'ils vous mettent dans la voiture, mais souvent le type de motorisation. Donc là on est sur une version qui était annoncée à un peu en dessous de 600 km d'autonomie, en grande autonomie, en propulsion. Et de mémoire, alors je pense que Charles de Tesla Geek me corrigera, on était sur le moteur grande autonomie de l'époque, parce que parfois Tesla pouvait mettre un moteur performance ou autre au niveau de la voiture. Donc couleur blanche parce que c'était la couleur la plus répandue à l'époque. Si tu avais une couleur à choisir, tu aurais préféré laquelle? Ah, j'aurais pris une grise, je pense. Tu aurais été team grise. Ouais, j'avoue que, bah, c'est aussi un peu la question. J'avais vu un autre modèle, un peu similaire, 1 000 € plus cher, je crois à peu près. Il y a eu une hésitation aussi par rapport à la couleur, parce que c'est vrai qu'on voit pas mal en élevage et bon là, je l'ai lavée, donc elle est toute propre, mais elle était pas de cette couleur-là juste avant. Alors, dans la démarche d'acheter une voiture d'occasion, qu'est-ce qui, toi, t'inquiétait le plus? Me faire arnaquer. Te faire arnaquer. Et donc là, derrière, ça a été, alors on a regardé plusieurs vidéos, tu as regardé plusieurs vidéos là-dessus, etc. Et dans la démarche, en fait, ne payez jamais d'acompte tant que vous n'avez pas vu la voiture et tant que vous n'avez pas vérifié que la personne qui est en face de vous est bien le propriétaire de la voiture. Ça, c'est la première des bases. Si on vous demande, mettez 1 000 € déjà, etc., c'est peut-être des gens honnêtes, mais c'est un gros risque d'entourloupe. Vous devez absolument voir
la voiture, vérifier les numéros de série qui sont sur le châssis, sur le pare-brise, etc. Vérifier sur la carte grise et vérifier, demander sa carte d'identité à la personne qui est en face de vous et vérifier que la personne qui vous vend la voiture est bien le titulaire de la carte grise. Comme ça, vous allez vous éviter pas mal d'embûches. Alors moi aussi qui ai une expérience où mon ancien véhicule, et je vous aurai une vidéo à suivre sur le changement enfin de mon véhicule, était accidenté, gravement endommagé avec déclenchement d'airbag. Et on a découvert dans la démarche qu'on avait la possibilité d'aller vérifier le casier judiciaire de la voiture. Ouais, sur un site internet, juste en mettant finalement la plaque d'immatriculation de la voiture, hein, c'est hyper simple. Et donc on a la possibilité de pouvoir vérifier un petit peu le casier judiciaire de nos voitures. C'est un site internet, donc comme tu disais, qui est gratuit, qui est proposé par l'État. Et en fait, c'est au vendeur de faire la démarche. Le vendeur va aller rentrer des informations concernant la carte grise ou autre, et il va vous sortir une fiche, et il va pouvoir vous partager le lien de cette fiche et vous permettre de vérifier l'historique de la voiture, les propriétaires précédents, est-ce qu'elle a été accidentée ou pas, etc. Est-ce qu'elle est gagée ou pas. Et donc, c'est très rassurant. Et certains sites comme Le Bon Coin, comme Aramis Auto, permettent aux vendeurs de donner ces informations dès le début. Donc c'est quelque chose qui est très rassurant. Ouais, sauf que la différence, c'est que Le Bon Coin, eux, ils font ça avec un site payant, alors que là, c'est le site de l'État et qu'en fait, c'est gratuit, quoi, hein, et que tout le monde peut le faire avec n'importe quelle voiture. Et puis ensuite, alors bien sûr, quand vous achetez une voiture, hein, c'est de faire le tour de la voiture, c'est de vérifier l'état des pneumatiques, de vérifier l'état des suspensions, de faire un essai routier pour vérifier si vous n'avez pas de tremblement, si la direction elle est bien droite, s'il n'y a pas de vibration particulière ou autre. Et l'avantage des voitures électriques, et notamment des Tesla, c'est comme il n'y a pas de garantie, il n'y a aucun entretien obligatoire pour la garantie, en fait, on n'est pas à se poser la question de est-ce que la personne a bien fait les entretiens. En fait, il n'y a pas d'entretien à faire sur une Tesla. Donc, à part les usures des pneumatiques, vérifiées dans le passé, les toutes premières générations de Model 3 avaient des défauts au niveau des cardans, etc. Donc, souvent, les propriétaires étaient obligés de les changer. Sur les générations récentes, c'est assez facile pour vous de savoir s'il y a eu des problématiques ou pas. Et en général, les seuls rappels qu'on a sur Tesla, c'est des rappels logiciels. C'est des déploiements de mise à jour ou autres qui vont corriger des défauts, etc. Donc, peinture, intérieur, regardez bien tout, posez des questions, ouvrez un petit peu tous les éléments, vérifiez la présence du câble de recharge nomade, vérifiez la présence du câble chargeur T2. Je peux même vous conseiller à la rigueur de les tester hein, pour vérifier qu'ils fonctionnent bien. Et puis une fois que vous avez fait ça, c'est juste de valider avec l'acheteur, avec le vendeur plutôt, l'opération, quoi. Donc au niveau du paiement, se pose souvent la question, et c'est quelque chose que tu te posais la question, c'est est-ce qu'on doit faire un chèque de banque? Ou alors un virement, quoi. C'était un peu la question. Et d'ailleurs, au début, moi, le vendeur voulait que je fasse un chèque de banque. Alors après, je trouve que c'est hyper compliqué, c'est-à-dire qu'il faut aller à la banque, donc il faut aller dans les horaires de la banque, ce qui est hyper compliqué. Fallait, pareil, négocier bien le tarif avant pour que, une fois que le chèque de banque est fait, il est fait, quoi. Alors qu'un virement, en fait, je trouve ça beaucoup plus simple parce que du coup, j'ai pu rajouter ses coordonnées, moi, quelques jours avant. Et puis derrière, je vais faire un premier versement, en fait, pour bien vérifier que, je voulais bien la voiture. Et ensuite, derrière, j'ai fait le dernier versement au moment même où j'ai récupéré la voiture et c'était bon, quoi. Autant je vous disais, l'acompte avant de voir la voiture, non. Par contre, oui, on peut comprendre le vendeur. Après avoir vu la voiture, il peut avoir en effet d'autres visites. Et si vraiment pour valider, il va vous demander un acompte. Et là, en effet, partez là-dessus parce que vous avez pu vérifier tous les éléments et vous rassurer sur la véracité de la personne qui est en face de vous. Et alors, ce qui est bien aussi maintenant avec les virements, c'est que la banque est capable de vous faire un dépassement de plafond limité dans le temps pour vous permettre de faire le virement, parce que quand on fait un virement de 29 900 €, on n'a pas forcément ça là-dessus. Et aujourd'hui, c'est vrai que les virements immédiats sont quasiment gratuits sur toutes les banques, et ça permet au moment où vous faites le virement, dans la demi-seconde ou dans la seconde qui suit, l'acheteur peut vérifier que l'argent est bien arrivé sur son compte, et donc à partir de là, tout le monde est rassuré. Dernier élément, l'assurance. Est-ce que ça a été compliqué pour toi d'assurer une Tesla en 2025? Non. Non, non, en fait, j'ai même été surprise parce que, en discutant, tu m'as dit que ça serait plus cher. Alors oui, c'est un peu plus cher, mais je crois que j'ai 20 € de différence par mois, quoi. J'ai 20 € de plus avec la Tesla que ma 308, sachant que c'est pas du tout la même valeur. Je pense que si j'ai un s'il y a un accident, j'aurai pas le même remboursement. Et je peux le confirmer. Donc ouais, non, j'étais surprise de voir que finalement l'assurance était elle est pas beaucoup plus chère, quoi.
Donc ça fait un mois que tu roules avec ta voiture. Tu as fait combien de kilomètres? Donc tu nous disais, 5500 à peu près, ouais, je pense. tu consommes combien? 14,9. Tu te charges essentiellement sur des bornes publiques ou des chargeurs rapides? Ouais, et puis en aussi, c'est que moi, je fais beaucoup d'autoroutes. Ouais. C'est-à-dire que dans ma pratique, je pense que je dois avoir 60-70% d'autoroutes. Donc sur un plein, on va dire pour un 1000 km, tu avais fait un calcul, tu es plutôt autour des 40-41 € pour faire 1000 km? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Ta 308 consommait combien? 4,2 litres au 100. Aujourd'hui, le gasoil, au moment où on filme, on est plutôt autour des 1,60 €, 1,65 €. Donc on fait vite le calcul, hein, on est plutôt dans les 70 €, 75 € les 1000 km avec ton ancienne 308. Donc malgré le fait de ne pas être en charge à domicile et donc de pouvoir charger sur des heures creuses, voire même des heures hyper creuses à 10-12 centimes de kilowattheure, tu te retrouves quand même avec un coût de fonctionnement plus avantageux que de rouler en thermique. J'ai calculé là pour les 5500 km, en gros j'ai gagné 175 € ce mois-ci. En roulant Tesla plutôt qu'en roulant en 308, en prenant en compte le prêt de la voiture quand même, qui est, j'ai 100 € de différence entre ma Tesla et ma 308, en prenant en compte les frais kilométriques par rapport au boulot, hein, parce qu'en étant à 6 chevaux là, ou 7 chevaux plutôt que 4 chevaux, j'ai une revalorisation aussi un peu plus importante. Et puis en prenant le prix du gasoil, en effet, qui est 1,60, alors que là, je suis plutôt autour des 30-35 centimes, je dirais. Parce que je charge pas mal sur les superchargeurs à Tesla autour des 30 centimes. Mais j'ai découvert le IE Charge il n'y a pas longtemps, là, à 25 centimes, donc ça change aussi un peu la donne. Seul inconvénient, c'est que c'est souvent un peu perdu en campagne, mais c'est vrai qu'en tarif, il n'y a pas mieux aujourd'hui, hein. C'est ça. Puis après, il y a les EasyVia sur lesquels je m'étais chargée pas mal au début. Donc sur ça, je pense que je vais encore faire des économies en basculant plus sur les IE Charge que... Et donc comme tu le disais, utilisation professionnelle, certains peuvent se poser la question, on peut utiliser une voiture électrique en usage professionnel avec sa propre voiture. On bénéficie du mode des frais kilométriques. Donc vous relevez vos kilomètres et vous le faites rembourser par votre entreprise et vous partez sur la base des chevaux fiscaux sur votre carte grise. Certaines entreprises, depuis le 1er janvier, peuvent décider de valoriser de 20 % le montant de ces ICA du fait que vous reliez en électrique pour encourager ses collaborateurs à utiliser une voiture électrique pour ses déplacements. Alors, moi, je tenais aussi, dans le cadre de cette vidéo, à remercier GreenDrive, mon partenaire, qui nous a permis de pouvoir aussi, pour vous et pour Laura, de se dire, vous achetez une Tesla d'occasion, quels sont les accessoires qui peuvent être pratiques dans votre quotidien, surtout si vous faites une utilisation assez longue et assez importante de votre voiture. Alors, ils t'ont proposé et tu as pu récupérer plusieurs accessoires. Donc, tu as un porte-téléphone. Ah, mais je pense que l'accessoire numéro 1, indispensable, c'est quand même les tapis caoutchouc, quoi. Parce qu'en étant en élevage, j'ai toujours de la gadoue sous les chaussures, enfin c'est toujours dégueulasse. En plus, si je prends un stagiaire en plus à côté de moi, alors là, il y a les 2 tapis qui sont ruinés. Et là, le fait d'avoir les tapis de caoutchouc, quand même, ça change la vie. Donc je pense que c'est l'accessoire numéro 1 à avoir. Le deuxième accessoire, et on en parlait en venant ici, c'est un accessoire mais qui vaut, allez, 2-3 €. C'est l'obturateur de caméra intérieure. Vas-y, partage-nous ton expérience, que ça fait même pas un mois que tu roules avec ta propre Tesla et tu t'es déjà pris 2 amendes de punition de Tesla. Ah oui, j'ai dit j'allais pas prendre d'amende quand même. Ah, il y a la police. C'est la police qui passe. Je peux pas dire ça, c'est pas la police. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on a tendance... on a quand même un écran sur Tesla où on a Spotify, où on a plein de trucs, donc on a tendance facilement à pianoter, ou même des fois quand je cherche un élevage, à chercher sur la carte. Et donc à ce moment-là, je regarde un petit peu moins la route, oui, je le reconnais. Et du coup, à ce moment-là, Tesla nous dit attention, surveillez la route, puis au bout d'un moment, si on la surveille plus, on est puni, quoi. On nous coupe l'autopilote. On coupe l'autopilote, voilà, donc il suffit qu'on soit au début du trajet et qu'il nous reste encore 300 bornes à faire, ça devient très vite long. Ou alors vous vous arrêtez, vous immobilisez la voiture, vous la mettez sur parking, vous repartez. Et j'en ai déjà 2. Donc en termes d'accessoires aussi, alors moi ce que je t'avais conseillé d'usage fréquent, c'est les porte-gobelets. Parce que c'est une zone, notamment quand nous on roule beaucoup en professionnel, etc., qui s'encrasse assez facilement. Ça rend le nettoyage des porte-gobelets plus facile. Sauf que, voilà, tu as une gourde. On est plus ou moins d'accord sur le porte-gobelet.
Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu prends, je pense, les gobelets là en plastique ou en papier là sur les aires d'autoroute, tout ça pour mettre ton café, ça doit être super parce que justement, il y a un petit rebord qui l'accroche bien. Par contre, moi qui suis plutôt sur une gourde alu assez grosse, là de 600 ml, ben, tout de suite ça bloque un petit peu et ça rentre pas. Et même autant dans un modèle Y, ça rentre assez facilement dans les bacs de portière, mais même dans le modèle 3 non Donc plus. là, c'est le côté où je suis un peu plus mitigée sur le porte-gobelet. Ouais. Voilà. Après, bah aussi, moi, ce que je t'avais conseillé, c'est les tapis caoutchouc aussi des bacs de portière, parce que clairement, c'est l'endroit qui est le plus galère à nettoyer. Si on a des grains de sable, de la poussière, etc., c'est assez galère. Bien sûr, donc le porte-téléphone, on en parlait, et les sous-coffres. Il te manque pour l'instant encore le grand sous-coffre, tapis de protection de sous-coffre, mais le sous-coffre aussi intérieur, voilà, qui permet, parce qu'à partir du moment où vous roulez beaucoup, il faut vous rendre compte, 60 000 km, ça peut correspondre à 3 ans de votre utilisation. Donc tous les frottements, toutes les choses, etc. Et puis pour nous, professionnels, pour le nettoyage, c'est beaucoup plus facile, comme tu le disais, notamment avec les tapis 3D caoutchouc. Non, mais c'est pas mal. En plus, dans les portières, j'avais pas fait gaffe, mais tu as 2 compartiments. Ouais. Au lieu d'en avoir un seul grand et que tu as tout qui se balade, tes clés, tous tes trucs, et ben, tu peux ranger un peu. C'est ça. Et il reste un accessoire que Laura n'a pas encore installé, on va le faire ensemble et je vous montrerai rapidement la vidéo, le tuto, c'est vraiment pas compliqué. C'est la protection d'écran et moi je vous dis, prenez-le parce que sur ma dernière modèle Y, eh ben, j'ai réussi à avoir un petit POC sur le coin de l'écran et c'était le POC, c'était l'écran de protection qui se l'est pris, heureusement, parce que sinon ça peut être mon vrai écran et là clairement, enfin, c'est la pièce centrale et maîtresse d'une Tesla et si vous l'abîmez pour la revente d'une voiture en occasion, bah, tout de suite ça fait quand même un petit peu désagrément. Donc comme on le fait sur nos smartphones et compagnie, moi je vous le conseille de faire une protection sur votre écran, on n'est jamais à l'abri de rayures, etc. Avec un sac, on passe d'un côté à l'autre, etc. Donc je vous mettrai tout de suite là la vidéo d'installation de cet écran. Ça y est, ça filme. Hop, voilà. C'est trop bien en fait. Mais il y a des bulles. Oh. Je pense que c'est bon. Après les dernières bulles s'enlèveront par elles-mêmes. Donc je remercie encore Green Drive de nous avoir accompagnés, d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci, je pense que tout le monde, je ne sais pas si tu as une chose que tu voudrais rajouter par rapport à cette expérience? Il faut se lancer, quoi. Il faut pas avoir peur, il faut se lancer, faire des calculs Excel. J'avoue qu'on avait fait beaucoup de tableurs Excel pour calculer un peu est-ce que ça valait le coup ou pas. Et très vite, en fait, même si le prix du carburant a bien baissé, bah, ça vaut toujours le coup. Et même voilà, en se mettant que sur des superchargeurs, ben, ça vaut encore le coup. Alors si vous pouvez charger chez vous, ben,
franchement, encore mieux. allez-y. C'est encore mieux. Et puis si vous avez des doutes, notamment si vous roulez beaucoup, n'hésitez pas. Il y a des sites internet comme ABRP, A Better Route Planner, ou même sur ChargeMap, et vous pouvez simuler vos trajets en choisissant le type de véhicule que vous aurez pour vous dire, bah tiens, bah ça passe dans ma journée, ou ça, il faudra peut-être que je me recharge, où est-ce que je peux me recharger, etc. Et puis on commence à avoir de plus en plus de bornes, voire même sur des entreprises de bornes accessibles, pas encore assez à mon goût, mais ça commence à se développer. Et c'est vrai que sur un rendez-vous, si vous êtes un commercial, si vous êtes un VRP, bah voilà, la possibilité pendant 1 heure de rendez-vous de mettre votre voiture à charger et d'être en temps masqué, de ne pas avoir à perdre de temps comme on pourrait imaginer, de se dire ah ben maintenant il faut que je rentre chez moi et je dois m'arrêter 40 minutes parce que j'ai pas assez pour arriver jusque chez moi. Merci Laura pour ton partage. Merci Armel. Merci à vous, n'hésitez pas à poser vos questions avec vos commentaires et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.